À la une ce soir, le projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés. Des journalistes ivoiriens instruits sur cette stratégie. Toujours en Côte d'Ivoire, des consultations médicales gratuites pour les populations du quartier GESCO Extension dans la commune de Yopougon, une initiative de l'ONG Humanity First. Enfin, 22 mai 1939, signature du pacte d'acier, l'Allemagne et l'Italie raffermissent davantage leur collaboration militaire. Bienvenue, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire élabore un programme pour éliminer les stocks de pesticides périmés sur tout son territoire. Ce plan, intitulé « Projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés », a été présenté et expliqué récemment aux journalistes et autres relayeurs d'informations. Les participants ont été également instruits sur les impacts nocifs de ces pesticides sur la santé humaine et l'environnement. Les explications de Malika Koulibaly. De nombreuses plantations sont détruites par des organismes considérés comme nuisibles. Cette situation amène les agriculteurs à utiliser des pesticides. Mais parmi eux, il y a des pesticides obsolètes. L'utilisation de ces pesticides obsolètes a un impact négatif sur la santé des populations et sur l'environnement. Nous sommes à l'étape de l'inventaire. L'inventaire va nous donner une cartographie générale où se trouvent les pesticides obsolètes. Une fois qu'on a cette cartographie, nous allons, dans le cadre du projet, les transporter de manière sécurisée pour ne pas porter atteinte à la santé et à l'environnement, les stocker de manière sécurisée. Et pour cela, tous les acteurs qui vont intervenir dans l'inventaire ont besoin d'être formés. Pour mener la lutte contre l'utilisation des pesticides obsolètes et les bouter hors du pays, l'État de Côte d'Ivoire a initié un projet. Ce projet qui va durer 5 ans vise à améliorer la gestion des pesticides obsolètes et des déchets associés dans notre pays. Quand le produit n'est pas homologué, il est dangereux parce qu'on ne connaît pas sa composition chimique. Il est utilisé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, il y a des maladies qui sont conséquentes. Donc, nous prenons des dispositions sur l'instruction de M. le ministre de l'Agriculture afin de mettre en œuvre justement le dispositif départemental qui va permettre de juguler ce fléau et donc d'améliorer l'utilisation rationnelle et responsable des pesticides. Au regard des enjeux de santé publique et environnementaux, les journalistes sont un relais efficace pour la transmission des messages. Ils ont donc été invités par les acteurs de lutte en vue de renforcer leurs connaissances. Cette formation nous permettra de sensibiliser la population sur la question essentielle des pesticides, de faire attention par rapport aux produits que nous utilisons, parce que de façon frauduleuse, il y a des produits qui ne sont pas homologués et qui circulent sur le marché et c'est un danger pour tout le monde. Le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, PROGEFCI, est financé à plus de 6 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Un tout autre sujet à présent, quartier GESCO Extension dans la commune de Yopougon. Les populations ont bénéficié récemment de consultations médicales gratuites. Elles ont été dépistées pour l'hépatite, elles ont même reçu des médicaments. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Humanity First, en français entendez l'humanité d'abord. Cette structure prévoit également de construire un établissement sanitaire à Yopougon. GESCO Extension, quartier enclavé situé à l'entrée de la ville d'Abidjan. Les habitants de cette zone de la commune de Yopougon bénéficient gratuitement de dépistage de l'hépatite virale, de consultations et de dons de médicaments. Une œuvre de l'ONG Humanity First. C'est pour voler un peu au secours de nos frères et sœurs de ce quartier de Yopougon qui n'ont pas toujours la facilité d'accès au centre de santé. Œuvrer pour le bien-être des populations, un des objectifs de cette association caritative. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, tous ont droit au même traitement. Quand je suis arrivé, je me suis mis dans un rang, je me suis inscrit sur une feuille et je suis passé devant des médecins qui m'ont prélevé mon sang et j'ai attendu. Et de là, je suis venu me faire consulter par un médecin général et on m'a donné mes médicaments qu'il faut pour me soigner. Ah, vraiment, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les médicaments, je n'ai pas payé.
On est venu avec un lot de médicaments pour environ 1 million de francs CFA et on doit distribuer tous ces médicaments gratuitement à la population. L'ONG Humanity First a vu le jour en 1995 au Royaume-Uni. Elle opère à ce jour dans plus de 40 pays à travers le monde avec des bénévoles. Présente en Côte d'Ivoire depuis quelques années, la structure prévoit la construction d'un hôpital au profit des populations du quartier Jesco Extension. Elle offre également une pompe hydraulique aux habitants de Broré-Macro, village de la sous-préfecture d'Anoumamba, au centre-est du pays. Des précisions de Moussa Konaté. Autre geste de solidarité, le gouvernement ivoirien exprime sa compassion aux victimes de la récente mutinerie qui a secoué le pays du 12 au 15 mai dernier. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'est donc rendue récemment au centre hospitalier régional de Korogo. Maria Toukoné a également visité les familles des défunts et blessés. Il s'agissait également d'apporter un appui financier à ces personnes. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Une semaine après la mutinerie de certains soldats de l'armée ivoirienne, le président de la République et le gouvernement apportent le réconfort de la nation aux victimes. Korogo, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, après un échange avec le Premier ministre, se rend au chevet des blessés. Une prise en charge jusqu'à la guérison totale et la somme de 150 000 francs en guise de transport entre le domicile et l'hôpital est remis à chacun des blessés. Après les blessés, la ministre visite les familles des 2 personnes qui ont perdu la vie. Elle a symboliquement remis la somme de 1 million de francs CFA à chaque famille. Une contribution pour l'organisation des obsèques. Une mission pour surtout prôner le pardon et la cohésion sociale. La violence ne mène à rien, sinon à des dégâts humains, des dégâts matériels, des pertes en vie humaine. Et malheureusement, on vient de constater, suite à la mutinerie, monsieur le directeur vient de le rappeler, il y a eu 2 décès, des blessés à qui nous venons de rendre visite pour apporter la compassion du gouvernement. Et souhaiter un prompt rétablissement et puis vraiment souhaiter que ce genre de situation ne se répète pas. Un geste salué par les blessés et les familles endeuillées. Je sais que je ne suis pas sorti inutilement. L'État est derrière moi par rapport à cette situation. Je suis très très heureux. À Bouaké, la famille de l'ex-combattant Issouf Diawara, décédé, a été visitée par Marie Toukoné, toujours avec le même objectif, apporter la compassion de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, après Korogo dans le nord du pays, le cap a été mis aujourd'hui sur Bouaké dans le centre. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et son équipe ont assisté à la levée du corps de Issouf Diawara. Cet ex-démobilisé, gravement blessé par balle lors de la récente mutinerie, est finalement décédé au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Hors de chez nous, coup d'envoi aujourd'hui de la campagne pour les élections législatives en France. Cette opération va s'achever le 9 juin prochain à minuit. Les Français seront donc appelés aux urnes les 11 et 18 juin prochains. Ils vont ainsi se prononcer sur les candidats à la députation dans les 577 circonscriptions de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. À Amiens, dans le nord de la France, la campagne bat son plein pour François Ruffin, journaliste engagé et candidat aux législatives. Novice en politique, il regrette de ne pas avoir la même exposition que les candidats de la majorité présidentielle. Je sens qu'il y a une mayonnaise qui est en train de prendre, quoi. Mais c'est beaucoup de travail pour ça, parce qu'on n'est pas porté par un président de la République qui lui a de la pub tous les jours, un peu en fonction du ministère qui donne, qui prend, que ceci, que cela. Donc c'est sûr que c'est à contre-courant, mais bon, je pense que je sens plein de gens qui ont envie de... Bonjour monsieur. Maintenant qu'on a un banquier à l'Élysée, il faut peut-être mettre le peuple à l'Assemblée, sinon on va morfler pendant 5 ans. Récompensé par un César pour son documentaire « Merci patron », François Ruffin, 41 ans, se présente dans la première circonscription de la Somme avec le soutien de la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. C'est bon, vos papiers sont en règle, vous pouvez circuler. Vous me voyez partout, à ce point-là. Sa stratégie, occuper l'espace. Il a fait de la défense des ouvriers son cheval de bataille et multiplie les opérations sur le terrain. De quoi bousculer les partis traditionnels, comme le Parti socialiste de la députée sortante Pascale Boitard, qui brigue un 2e mandat.
Moi, je ne prends pas les citoyens pour des imbéciles. Je pense que toute cette agitation, il n'y a pas que lui, hein, c'est un petit peu la mode en ce moment en politique. C'est surtout de s'attacher au concret, à faire changer les choses concrètement dans le quotidien des gens. Dans cette circonscription qui englobe les quartiers populaires d'Amiens-Nord, mais aussi la petite ville d'Abbeville, le Front National a parachuté l'acteur Franck Delapersonne. Marine Le Pen a obtenu 46% des voix au second tour de la présidentielle dans la Somme. Mais le plus solide adversaire de François Ruffin pourrait être Nicolas Dumont. Maire d'Abbeville, issu du Parti socialiste, il est candidat pour la République en marche d'Emmanuel Macron. Vous savez, dans les candidatures, ce qui compte dans une élection législative, mais ce qui compte dans une élection tout court, c'est d'abord le projet qu'on porte. Moi, je porte résolument celui de la majorité présidentielle, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut un député utile? Un député utile, c'est quelqu'un qui sera capable de se faire entendre au niveau gouvernemental. Une circonscription à l'image du paysage politique français, actuellement en pleine recomposition. Restons en France où changer de métier devient une nouvelle tendance. Selon une étude publiée en 2009, dans ce pays, près de 30% des personnes en emploi en 1998 ont évolué vers un autre métier en 2003. La Guadeloupe, actuellement sur le qui-vive. En effet, une alerte niveau rouge a été déclenchée par les autorités en raison de la pollution, principalement liée au passage des brumes de sable sur cet archipel des Caraïbes. Il a été également recommandé aux populations vulnérables, dont les femmes enceintes et autres jeunes enfants, d'éviter les déplacements sur les grands axes routiers. Plus de 220 personnes jugées aujourd'hui à Ankara en Turquie. Il s'agit du procès des instigateurs présumés du coup d'État manqué du 15 juillet dernier avec comme suspect principal Fethullah Gülen, le prédicateur islamiste installé aux États-Unis. À leur arrivée au tribunal sous forte escorte sécuritaire, les accusés ont été hués par des manifestants qui réclamaient la peine de mort. Toujours en images, cette fois aux États-Unis, après 146 années d'existence et de spectacles grandioses, le célèbre cirque Barnum ferme ses portes, et cela en raison de difficultés financières. Enfin, 22 mai 1939, deux pays d'Europe renforcent leur collaboration armée. L'Allemagne et l'Italie signent le pacte d'acier à Berlin, la capitale allemande. Il s'agit d'une alliance militaire offensive qui scelle de manière officielle l'union des forces de l'Axe. Alors, que prévoit ce document? On fait le point tout de suite avec Konaté Moussa. Le 22 mai 1939, Joachim von Ribbentrop et Galeazzo Ciano, respectivement, ministres des Affaires étrangères allemand et italien, signent le pacte d'acier. Un pacte militaire et offensif qui scelle officiellement l'union des forces des deux puissances. Tout commence le 28 octobre 1938. Le ministre allemand des Affaires étrangères se rend à Rome et propose la conclusion d'une alliance. Le président du Conseil italien de l'époque, Benito Mussolini, réticent au départ à cause de l'accord franco-allemand, finit par donner son accord à son ministre des Affaires étrangères, d'écrire une lettre le 2 janvier 1939 pour accepter ainsi le principe de l'alliance. L'initiative aboutit donc à la conclusion d'un pacte entre l'Allemagne et l'Italie. L'alliance était à la fois automatique et offensive. Le pacte d'acier, un soutien mutuel en cas de guerre et de collaborer dans les domaines militaires et économiques de la guerre. Il est dit que les deux pays garantissent la sécurité de l'espace vital de leur peuple et défendre leurs intérêts. Le pacte d'acier survient après l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'armée du Troisième Reich le 15 mars 1939 et l'invasion de l'Albanie par les troupes fascistes le 7 avril 1939. Le pacte d'acier sera complété le 27 septembre 1940 par le pacte tripartite à la suite de l'adhésion du Japon pour former l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Voilà, prochain rendez-vous demain mardi à 19h. Ce sera toujours sur RTI2.